Voilà, changement d'équipe. Je me retrouve entouré de 3 experts tech qui vont nous parler de Strapi, qu'ils utilisent au quotidien et qui vont pouvoir nous en parler, on va dire sans tabou, nous dire les avantages, les inconvénients, ce qu'ils en pensent vraiment. Et on va commencer avec toi, Antonin, qui va nous dire un petit peu, qui va nous dire un peu plus sur Strapi, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Voilà, sans tabou, sans relâche. Hein. On va essayer. Ils sont là derrière, ils t'écoutent. Donc bonjour, ma première partie de cette partie un peu plus technique. Je vais essayer de vous montrer ce qui plaît en tant que développeur, donc de ma propre expérience ainsi que de celle des collègues de Calliope. Et je vous propose de commencer par une petite activité qui est un nuage de mots. Donc dans le chat, vous allez pouvoir me dire qu'est-ce qui vous plaît, vous, quand vous devez choisir un CMS en tant que développeur, qu'est-ce qui va être important pour vous. On va avoir les infos de notre côté, ça va permettre de pouvoir rebondir dessus en fonction des réponses que l'on voit. Vous pouvez également liker les réponses des autres que vous allez voir passer. L'efficacité en premier, la personnalisation, l'open source. L'open source qui monte en force, la communauté, la modularité, flexibilité, le versionning, ouais, c'est plein de choses qu'on va pouvoir retrouver dans Strapi notamment, comme vous en avez entendu parler. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Merci pour vos réponses. Donc déjà, pourquoi Strapi? Ça a déjà été évoqué, mais pour nous, c'est le CMS headless open source le plus avancé. Donc l'open source a une grande place chez Calliope et une grande souplesse derrière. Écrit en JavaScript pour la modernité et installable pour encore plus de souplesse et de personnalisation derrière. Premier élément qui est très fort et qui est très important pour un développeur, c'est la documentation. Dans Strapi, elle est découpée en deux. Première, c'est la documentation utilisateur, qui est très importante pour les contributeurs principalement. Donc ça va être tout ce qui va être le panneau d'administration, les types de contenu, la configuration, les rôles. Mais il y a également une belle documentation pour les développeurs, donc les choses un peu basiques pour l'installation, la configuration, mais également comment fonctionnent les API et surtout comment on peut customiser Strapi. L'installation, ça c'est un vrai point fort pour les développeurs aussi. On n'a pas envie de passer 3 jours à installer une solution pour pouvoir la tester ou pour lancer un projet. Et ça se fait vraiment très bien en Strapi, vraiment en moins de 2 minutes, c'est fait. Il y a une dépendance juste à Node et à Python. Et même la base de données, où on pourrait s'embêter à monter un Docker ou à installer un autre logiciel, là c'est du SQLite, donc c'est en fichier. Pour démarrer, c'est vraiment rapide. Ça permet vraiment de tester plein de choses très efficacement pour savoir si Strapi peut coller ou pas à notre projet en tant que dev. Anto, je me permets de te couper. Il y a Laurent qui nous pose la question, parce qu'il faut la poser maintenant, parce qu'il faut avoir le contexte. Tu as dit que c'était avancé par rapport à quelle autre solution? Tu dis que c'était avancé, mais c'est par rapport à quelle autre solution? Je vais pas tous les citer, mais parmi tout ce que nous a présenté notamment Aurélien ce matin en première partie de conférence, les types de contenu, l'approche composant, l'approche collection unique, la personnalisation qui peut être faite avec du JavaScript, du TypeScript, c'est toutes ces choses en fait, plein d'avantages qu'on va retrouver par rapport à d'autres CMS où il va en manquer toujours un petit peu à droite à gauche. Donc c'est pas il n'y a pas un élément qui fait que Strapi est plus avancé, mais c'est plein de petites choses sur tous les aspects d'un CMS. La réponse est un peu floue, mais j'étais pas assez préparé, désolé. Non, mais on en a parlé aussi ce matin pendant l'intervention d'Aurélien. Donc peut-être, je sais pas si Laurent était là ce matin à ce moment-là. Et de toute façon, je crois qu'il y aura un replay disponible pour tout le monde dans la journée. Donc, voilà. Un autre point fort pour les développeurs, c'est les content type as code. C'est-à-dire que quand on va créer un nouveau type de contenu via l'interface admin, il va forcément être retranscrit dans un fichier. On va pouvoir aussi modifier ce fichier à la main si on a besoin. Et surtout, ces fichiers vont pouvoir être versionnés. Ça veut dire que pour pouvoir propager et déployer facilement nos types de contenu en fonction des features qu'on est en train de développer sur notre recette, notre pré-prod ou notre prod, on va gagner en souplesse, on va être plus serein sur qu'est-ce qu'on va livrer, qu'est-ce que ça va impacter pour les applications front qui vont les consommer. Et surtout, quand on va déployer donc des nouveaux content types, son application, elle va être automatique dans la base de données. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prévoir manuellement de venir activer ou désactiver tel type de contenu. C'est vraiment automatique, transparent et ça rajoute un peu de souplesse dans les déploiements. Les plugins, on en a pas mal parlé ce matin, on va continuer d'en parler et encore appuyer un petit peu dessus. Donc Strapi, il s'appuie sur un système de plugin qui permet donc d'étendre assez facilement Strapi. J'en reparlerai un petit peu et Olivier nous présentera ça en détail.
Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la communauté. Comme l'a dit Aurélien ce matin, il y a plus de 4000 plugins qui sont disponibles. Il y a un site dédié pour ça, donc market.strapi.io. Et un peu comme on peut avoir le réflexe d'aller sur npm.js pour chercher une nouvelle librairie quand on a un nouveau besoin, quand on a un besoin sur Strapi qui n'est pas natif, il y a une chance sur deux pour qu'on le trouve sur la marketplace et que ça accélère encore une fois les développements. Pour parler quand même un peu des plugins et de leur installation, un qu'on utilise hyper souvent à Calliope, c'est le plugin Config Sync qui permet donc de synchroniser via des fichiers la configuration des vues des contenus, donc pas les types de contenus en eux-mêmes, mais comment ils sont rendus pour les contributeurs. Donc l'installation est hyper facile, c'est un simple package npm, une ligne à rajouter dans un fichier plugin.js et derrière il est automatiquement disponible dans Strapi. Ça peut varier en fonction des plugins, de leur complexité, de la configuration qu'il peut y avoir besoin, mais l'installation en elle-même est très rapide. Et quand on parle de config, on peut aussi parler de config pour notre application. Pour ça, Strapi, il amène une solution qui est assez confort en tant que dev, c'est sur le type des types de contenu. Les types sont uniques ou en mode collection, donc pour tout ce qui va être les articles, les news, les pages, ça va être du classique, on peut en créer plusieurs sur le site. Mais on a tous, sur beaucoup de sites, un footer, un header, une homepage qui est là de façon unique. Et ben Strapi permet de répondre facilement à ce besoin. Ça vient alléger en fait le développement sur comment on va récupérer notre footer ou notre header. On n'a pas besoin de s'assurer que c'est le dernier publié ou que c'est le seul existant. Non, parce que par défaut il y en a qu'un seul et c'est celui-ci qu'on utilise. Petite question rapide, on est sur les plugins là. Est-ce que le fait de multiplier les plugins, alors ça pourrait être une question pour Aurélien qui est pas sur le plateau, mais je te la pose à toi Anto. Est-ce que la multiplication des plugins ne viennent pas impacter les perfs du site? De mon expérience pour l'instant, pas tellement, parce que les plugins en général répondent à des besoins assez spécifiques, donc ça reste des briques relativement légères. Mais il faut savoir que Strapi, même le corps de Strapi est organisé en plugins. Donc même si les plugins sont assez conséquents, si on les a bien faits, qu'on est arrivé à les optimiser, il y a très peu d'impact au final. On le verra un peu après. Certains plugins vont customiser le back-end, d'autres le front-end de l'administration. Et en fait, à chaque fois, ils sont autonomes et s'autogèrent. Donc si on évite de faire trop de liens entre eux, il y a pas de souci en général. Ok. On demandera la confirmation à rien, mais je pense que c'est bon. Les zones dynamiques, pareil, ça pour moi c'est le deuxième point fort de Strapi après les plugins. C'est son approche en composant en zone dynamique, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment un champ natif qui s'appelle zone dynamique qui va pouvoir dans lequel on va pouvoir ajouter des blocs personnalisés, donc des blocs que l'on aura créés nous-mêmes avec ses propres champs qui vont porter leurs propres informations. Ça permet d'éviter d'avoir 200 types de contenus avec juste 2 variations à chaque fois, mais d'avoir un squelette commun et de pouvoir dedans mettre des blocs de paragraphes, de sliders, de listes et laisser la main aux contributeurs pour créer et personnaliser leur page assez facilement, tout en simplifiant le développement front. Parce qu'avec la nouvelle façon de faire un peu moderne avec Vue.js, React, etc., où on a une approche composant, la conception front se rapproche de la conception de la zone dynamique, et du coup on garde une cohérence entre les deux. Même si c'est bien dans le headless de séparer le CMS et du rendu front, c'est quand même bien d'avoir des facilités à ce niveau-là. Pour les API, justement, est-ce que ce sont des API modernes? Donc, par défaut, Strapi propose l'API REST pour chaque type de contenu, et il y a également le plugin pour l'API GraphQL, qui est encore une fois très facile à installer et à utiliser. Les documentations là-dessus, elles sont très propres, assez à jour, et elles vont très loin dans le détail. C'est pas forcément évident de générer des API GraphQL génériques avec des types de contenus créés à la volée. Et ça, Strapi s'en sort très bien. C'est un peu verbeux, mais au moins on est sûr de ce qu'on fait. Donc ça fonctionne vraiment bien. Une chose qui peut être embêtante sur l'API REST notamment, mais je crois que c'est une des améliorations justement de la version 5 de Strapi, c'est la gestion de la profondeur des requêtes. Des fois c'est un peu fastidieux, ça peut créer des URL de requêtes très longues et assez complexes à maintenir. Mais pour ça il existe un plugin qui peut nous aider, qu'on utilise aussi sur pas mal de projets à Calliope. Il y a un peu un côté bourrin, mais l'idée c'est de bypasser un petit peu ce côté profondeur et de demander directement tous les niveaux qu'on veut. Quand je parle de profondeur, c'est vraiment être dans les relations de contenu entre eux. On est obligé de demander exactement les champs que l'on veut et donc de préciser à la main. Mais avec ce plugin, on abstrait un petit peu ça, donc c'est un peu bourrin, il faut faire attention aux performances, mais il y a des contextes où ça nous aide beaucoup. Vraiment moderne, Aurélien en a déjà pas mal parlé, mais l'approche React TypeScript, c'est des technologies qui sont modernes, qu'on le voit en poupe, qui ont une énorme communauté, qui sont éprouvées aujourd'hui.
Donc il y a aucun problème avec ça. On est sûr de suivre les nouveautés qui sortent avec ces frameworks-là. Et surtout, ça permet via TypeScript de garder une façon normalisée de travailler dans Strapi, que ce soit dans les ajouts de contrôleurs, dans les ajouts back-end, dans les plugins front. Et dans Strapi, encore une fois, tout est plugin. Donc ça vient aussi avec Strapi et avec les documentations qui sont faites. C'est une façon normalisée d'étendre le fonctionnement. La communauté y participe beaucoup, donc ça fait aussi plein d'exemples pour s'inspirer quand on veut nous-mêmes écrire des plugins. Et ça a fait assez marrant en préparant cette conférence. Moi, quand j'ai fait mon premier plugin admin, la documentation, elle n'était pas forcément très avancée là-dessus, donc j'ai dû me baser sur d'autres plugins existants. Mais en reparlant avec des collègues, en fait, en 2-3 semaines, la documentation a été mise à jour et était de mieux en mieux. Donc c'est ce que disait Aurélien aussi, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui participent à cette documentation, ça permet de l'améliorer en aidant Strapi pour leur travail à ce niveau-là. Et donc, un petit exemple de plugin, je voulais quand même vous montrer un petit peu. Olivier va rentrer plus en détail là-dedans, mais pour vous montrer que un plugin, c'est vraiment une application React autonome au sein du back-office de Strapi, ce qui fait que c'est très simple de voir ça. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le code, donc au sein même du projet Strapi, on va avoir un dossier plugin où dedans on va pouvoir venir générer nos propres plugins à nous. Donc à chaque fois on a son nom. On va avoir une partie admin, une partie serveur. Donc si on veut configurer, customiser soit la partie back-office, soit la partie back-end. Et donc dedans, on va voir réellement qu'on a un entry point qui vient monter un composant React. Et ce composant React, littéralement, c'est une nouvelle application. Donc là, par exemple, avec la homepage, c'est là-dedans où je vais pouvoir définir toute ma logique, faire mes appels réseau si j'ai besoin. On parle du design system qui est très très pratique. Olivier fera un focus là-dessus, mais vraiment ça permet de faire des pages sans couture et c'est directement intégré au corps de Strapi, donc on n'a pas besoin de réinstaller des packages ou d'autres choses. On peut voir qu'on peut jouer avec des composants, en créer nous-mêmes ou étendre ceux de Strapi également. Ça, je laisserai Olivier rentrer plus dans le détail. Et pendant que tu es connecté à ton PC là, est-ce que on peut avoir un détail d'exemple de conception d'un content type? T'en avais un peu parlé tout à l'heure ou pas, mais est-ce que c'est possible de le montrer? Alors là, c'est un peu improvisé, je sais pas si c'est possible, mais... On va improviser. Là, par exemple, j'ai un content type assez basique, Nicolas, qui est un article. Donc, en fait, ça va être rangé dans le dossier API, parce qu'en fait, quand on va créer un content type, on aura sa définition, mais aussi ses routes, ses services et ses contrôleurs associés. Et donc, ça ressemble à ça, un schéma.json. Ici, il est assez simple. On va avoir des informations sur le type, ses infos, des options. Et on va avoir une entrée attributes, et pour chaque attribut de ce content type, on va avoir ses options, son type, est-ce qu'il est requis, est-ce qu'il doit être unique, est-ce qu'il peut être traduisible, ce genre de choses. Et pour la zone dynamique, par exemple, ici le champ s'appelle bloc, c'est un type dynamic zone, et on va pouvoir lister les composants, les blocs qui vont être autorisés au sein de cette page-là. Donc on peut vraiment créer énormément de blocs et les autoriser que sur certains endroits du site. C'est bon pour Toto, merci beaucoup. J'espère que Nicolas, ça répond à ta question. On va passer maintenant, donc merci Anto pour ces retours d'expérience. On va passer la parole maintenant à Baptiste, où il va nous expliquer comment on peut faire un site complexe éditorial en 15 langues. Tout ça sur la thématique d'une recette de cuisine. Donc j'espère que vous allez vous régaler. Effectivement, merci Stéphane pour cette introduction. Donc bonjour à tous, moi c'est Baptiste, je suis expert tech à Calliope depuis maintenant 6 ans. Et j'ai été le lead dev de la refonte de France.fr qu'on a parlé un peu plus tôt. Hop. Donc dans un premier temps, il est bientôt midi. J'espère que vous avez pas trop faim parce qu'on va parler un peu de nourriture. Ce que je vous propose en fait, c'est de tourner cette conférence autour de la création d'une recette de cuisine. Donc en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un gâteau. On va faire un gâteau ensemble. Le gâteau, ce sera France.fr. Donc mettez vos tabliers. Pour commencer, on veut la base solide, on veut le biscuit de notre gâteau. Donc pour notre gâteau, on a choisi un Strapi. Pourquoi on a choisi Strapi? Parce qu'aujourd'hui, on avait une volonté forte d'avoir un CMS qui était installable. Donc dans Strapi, on va retrouver 20 content types, dont 6 page builder, 11 single type, donc dont 9 page builder. Il va vous falloir dans la recette 16 plugins, 97 composants Strapi qui sont répartis dans 21 familles sémantiques. Et un webhook. Le webhook va nous servir pour l'indexation et pour
tout ce qui va être modification des contenus. Si on fait un tout petit focus sur un des plugins qu'on a mis en place, aujourd'hui, France.fr avait un fort besoin éditorial de définir plusieurs types de contenus dans des sliders, ce que ne permettait pas out of the box Strapi. Donc on est parti sur un plugin qu'on a appelé le plugin MRCT, Multi-Relation Content Type, qui nous permet de définir au sein d'un seul et même composant plusieurs types de contenus. Donc là, en l'occurrence, on voit dans cette capture d'écran des articles, mais aussi des événements, ce qui fait qu'on a une pluralité de contenus et une richesse dans la contribution qui est possible. D'un point de vue configuration, donc ce plugin, il est entièrement customisable et il vient corriger les petits manques que Strapi peut avoir. En l'occurrence, nous, ici, on est capable de sélectionner les content types qui nous intéressent pour faire de la contribution. Donc, par exemple, pour le champ, le composant highlights, on veut des articles, on veut des événements, on veut des external contents. On veut rien d'autre. Ce qui donnera la possibilité à la contribution de choisir parmi ces trois types de contenus-là. Et d'un autre côté, donc dans la configuration avancée, on va retrouver tout ce qui est gestion des champs requis. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas faisable dans la version 4 de Strapi, d'avoir des relations qui sont requises. Nous, on en avait absolument besoin de s'assurer que les contributeurs, aujourd'hui on parle de 300 contributeurs pour les 16 langues, donc on avait besoin de s'assurer d'avoir une validation forte des contenus, de la contribution, et donc du coup on a été obligé de forcer la validation de cette contribution-là. Donc le fait d'avoir des champs requis, des minimums et des maximums. Maintenant qu'on a notre Strapi, on a notre biscuit, on veut du lien, on veut la crème de notre gâteau. Donc pour ça, comme on l'a vu un peu plus tôt dans la matinée, on va prendre notre Apollo GraphQL. Donc pour l'Apollo GraphQL, il vous faut 26 resolvers, il vous faut 162 types GraphQL, il vous faut tout autant de mappeurs, il vous faut 3 API REST à brancher, et il vous faut 2 plugins CodeGen. Donc les plugins CodeGen qu'on a utilisés sont TypeScript et TypeScript Resolver. Aujourd'hui, comme l'a dit Gilles un peu plus tôt ce matin, les données sortent de notre Bug4Front, ne sortent pas directement de Strapi. Donc il a fallu mapper les données qui viennent de Strapi et les servir au front. Et donc du coup, on passe par deux choses, on passe par les mappeurs et par le plugin CodeGen, qui va venir générer à partir de notre schéma first de GraphQL, définir tout le typage TS, tout le typage TypeScript, et donc on se base aussi sur la génération automatique des typages de Strapi, de façon à ce que d'un côté on ait l'entrant les contenus TS de Strapi, en sortant les contenus mappés pour le back-end. Tout ça, on s'assure que c'est cohérent grâce au plugin CodeGen et du fait qu'on ait du TypeScript des deux côtés. Maintenant qu'on a notre client et qu'on a notre Apollo, on veut notre ganache. Donc j'espère que vous avez pas trop faim, sinon je suis désolé pour vous. Donc on veut notre ganache, on veut notre Nuxt. Aujourd'hui, le Nuxt sert pour tout ce qui est rendering. Donc du coup, dans notre Nuxt, il vous faut un design system, 19 atomes, 32 molécules, 25 organismes, 15 typologies de pages différentes, 15 locales, 5 plugins CodeGen, dont un qu'on a fait en custom, et l'auto-discover des composants des zones dynamiques. On va faire un petit focus sur ces deux parties, les deux dernières parties, donc la partie plugin CodeGen, encore une fois, et l'auto-discover. Dans un premier temps, on va parler de l'auto-discover des zones dynamiques. Donc le parti pris qu'on a décidé d'avoir sur France.fr, c'est de dire toutes nos pages aujourd'hui sont des pages builders, sont des zones dynamiques. On n'a absolument aucune page qui est un contenu statique, ce qui donne une force de frappe monumentale pour les contributeurs. Les contributeurs peuvent faire n'importe quel bloc, n'importe quelle page, comme ils l'entendent. Donc au lieu de gérer plusieurs pages builders de manière séparée, on s'est dit, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une seule zone, on va considérer que nos zones dynamiques sont une seule et même zone dynamique. Ce qui fait que tous nos composants, donc les fameux 97 composants que je vous évoquais plus tôt, se retrouvent dans une seule et même union dans le GraphQL qu'on va appeler bloc. Et donc chaque bloc, chaque composant donc qui a une valeur sémantique différente, aujourd'hui est récupérable dans une seule et même union, ce qui nous permet d'avoir une force de frappe
monumental, parce que quand on veut récupérer n'importe quel type de contenu, on dit qu'on veut récupérer un bloc, quel qu'il soit, et ensuite on vient l'utiliser. Donc là, en l'occurrence, on prend l'exemple de la page événement qu'on retrouve sur France.fr. Donc on va retrouver dans notre zone dynamique qu'on a appelée Content, on va retrouver les composants qui sont disponibles côté contribution, donc en l'occurrence le bloc image, le bloc rich text, pardon, mais pas le bloc located destination qu'on peut voir tout en bas de la liste de gauche. Ce qui fait qu'on a une rigueur aujourd'hui sur l'utilisation de tous les composants qu'on a dans notre zone dynamique, et on vient brancher au besoin seulement les blocs qui sont disponibles côté contribution, ce qui nous permet de brancher très rapidement les différents blocs de la zone dynamique sur nos pages. Côté front, donc maintenant qu'on a fait un petit focus sur la partie back et la requête GraphQL, on fait un petit focus sur la partie front. Donc aujourd'hui, vu que ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on a qu'une seule, on considère qu'on a qu'une seule zone dynamique qui est globale partout sur le site. Aujourd'hui, on a développé nous ce qu'on appelle des interpréteurs qui viennent pour chaque composant qui est servi par le back-end, on vient définir son interpréteur de façon à associer un composant du design system. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on va utiliser l'atome image de notre design system quand on va retrouver un bloc image de la réponse de notre backend. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, si France.fr veut rajouter un bloc qui était prévu sur une page A et le rajouter sur une page B, on a juste à modifier la query GraphQL. Aujourd'hui, tout est fait. Et donc derrière, on utilise l'instanciation dynamique des composants de Vue.js qui nous permet de faire à la volée le bon composant du design system basé sur la réponse GraphQL de la zone dynamique. Donc c'est de cette façon-là aujourd'hui qu'on a construit France.fr. Tout est une zone dynamique et tout est centralisé. On n'a qu'une seule gestion des blocs, ce qui nous permet une réactivité folle. Une autre approche, c'est le plugin custom qu'on a développé pour utiliser Apollo. Donc, de notre côté, on avait besoin de générer directement les queries à partir de notre schéma first. Donc, de cette façon, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est appuyé sur un plugin CodeGen custom qui nous permet d'exploiter deux choses. Donc, le client Apollo qu'on a mis en place dans le front et d'utiliser les cycles de vie de Nuxt de façon à avoir un vrai rendu SSR sans avoir à gérer toute la partie synchronicité entre le SSR et le CSR. Donc là, on peut voir que on vient définir notre hook useAsyncData et on vient récupérer notre query qui fait qu'à partir de notre query, toujours la même query event, on est capable d'avoir une seule query qui s'appelle use le nom de ma query, async data. De cette façon, on récupère l'intégralité de nos données dans le cycle de vie de Nuxt et on est capable d'avoir un contenu qui est généré pour le SEO en SSR et d'avoir une hydratation côté client par la suite sans aucun clignotement avec aucune modification au niveau du rendu HTML. Et Baptiste, je me permets de t'interrompre. Est-ce qu'on arrive à évaluer le gain de temps en utilisant cette solution-là, cette méthodologie-là ou pas ? Alors ça nous a coûté un peu de temps au tout début. On n'a pas hésité à faire du refacto au cours du projet. Donc cette notion d'interpréteur est arrivée sur une V3 de cette manipulation des zones dynamiques. On a eu 2 premières versions qui ont assez mal vieilli, faut le dire. Et donc du coup on n'a pas hésité à faire cette refacto. Et aujourd'hui maintenant, si on a besoin de rajouter un bloc auteur sur une page, c'est j'active mon composant dans Strapi. Une fois qu'il est dans Strapi, il est automatiquement disponible dans la zone dynamique. Et vu que je sais qu'il est déjà dans la réponse des blocs du backend, je peux le mettre dans la query GraphQL en front et elle sera directement mise en place côté front. Donc aujourd'hui, maintenant que le bloc est développé, pour poser un bloc, on est proche de une demi-heure, 1 heure. Donc, l'effort maintenant se trouve dans le développement du bloc plutôt que dans le fait de le poser. Qu'on soit posé sur 1, 2 ou n pages, ça posera aucun problème. On est vraiment sur un gain de temps monumental. Merci Baptiste. Je te laisse poursuivre. Donc maintenant qu'on a notre ganache,
On veut un peu de croustillant. Donc le croustillant, pour ceux qui en font pas trop de pâtisserie, c'est ce qu'il y a juste au-dessus du biscuit. Donc pour ça, on a mis un OpenSearch. L'OpenSearch, il nous sert à deux choses, la cartographie et faire de la recherche textuelle, dans lequel on est venu indexer des données de Data Tourism. Donc Data Tourism, c'est une API publique pour indexer des données de tourisme de France. Donc on est allé indexer dans OpenSearch 4 content types et on est allé indexer 465 000 points d'intérêt Data Tourism qu'il a fallu traiter et indexer. Dans les faits, on en a mis de côté environ 200 000 et on a indexé le reste, donc 265 000. On rajoute un premier insert. Le premier insert, Redis, évidemment. Redis, aujourd'hui, il nous sert à quoi? Il nous sert de cache intermédiaire des contenus entre Strapi et le backend pour éviter l'overfetching. Donc le plugin MRCT, aujourd'hui, il nous permet de fetcher énormément de contenu sur une seule et même page. Le fait est qu'on s'est retrouvé avec le fait de devoir fetcher plusieurs fois le même contenu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place dans Redis, avec un TTL très court, donc un time to live très court, on est allé stocker la réponse au Strapi dans un Redis de façon à éviter l'overfetching et à éviter la surcharge du Strapi. On a aussi mis en cache des contenus partagés à travers toutes les pages, par langue, donc la navigation et le footer. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de faire des ESI avec le CDN que je vais vous montrer après. Donc du coup, on a décidé de partir sur une mise en cache intermédiaire des contenus de navigation et du footer. Donc ce que j'appelle navigation, c'est notre header à nous. Et pour finir, donc l'invalidation des caches par le webhook à la modification d'un contenu. Évidemment, on parle de 300 contributeurs, donc du coup, il faut modifier, il faut invalider le cache dans Redis si un contributeur vient changer. Donc on profite de la notion de webhook que Strapi propose de façon à invalider le cache côté Redis. On rajoute un peu de toppings. Promis, c'est bientôt fini. Après, je vous laisse partir manger. On rajoute un peu de toppings, donc on va parler de OptimiCDN. Donc c'est le CDN que France.fr utilise. Donc il y a 3 points principaux. Donc nous aujourd'hui on utilise OptimiCDN pour la mise en cache HTTP des pages pour une durée de 24 heures. OptimiCDN permet directement d'optimiser et de faire la conversion WebP de toutes les images avec une mise en cache pour une durée d'1 an. Donc aujourd'hui, les contributeurs mettent n'importe quelle image et nous, on fait une conversion WebP à la volée. Et derrière, on fait une mise en cache des assets JS et CSS de façon à améliorer les Web Core Vitals. Baptiste, petite question encore, je t'interromps. Vas-y, pas de problème. Mais les gens ont faim, donc je pense que ça leur donne l'eau à la bouche. Là, ils ont envie de poser des questions. Pourquoi ne pas avoir caché en front directement via du contenu statique? En fait, ce qui se passe, c'est que le contenu bouge beaucoup. Donc, on parle, je vais y venir là juste après, on parle d'environ 100 000 contenus qui sont à migrer, donc 100 000 contenus qu'il faudrait générer statiquement, et ça aurait un coût qui serait beaucoup plus important que celui qu'on a là aujourd'hui de générer à la volée via du SSR et de le mettre en cache via un CDN. Ok, j'espère que ça répond à ta question, Pierre. Je te laisse poursuivre, Baptiste, on verra si ça réagit. Merci beaucoup. Et donc du coup, moi je vais être le vilain petit canard de la conférence. On va parler de l'insert principal. Donc France.fr, la version précédente, utilisait Contentful, et donc du coup il a fallu migrer l'intégralité de la base Contentful vers Strapi. Donc on n'utilise plus Contentful aujourd'hui, du tout. Donc on parle d'une migration d'environ 100 000 contenus contribués à travers 10 content types sur Contentful. Donc aujourd'hui, les 10 content types que je décris là, c'est pas les seuls 10 content types qu'ils avaient sur la plateforme, mais c'est les 10 content types qui ont décidé d'être migrés et d'être gardés à travers la mise en place du nouveau site. Donc il a fallu faire rentrer un rond dans un carré. Donc il a fallu adapter des contenus d'anciens content types d'un ancien CMS vers des nouveaux content types dans un nouveau CMS. Chose pas facile. Et si on parle pour vous donner un peu de métrique, on parle de 16 heures de migration réparties en 4 process qui tournent en parallèle. Et l'API Strapi tient très bien le choc. Donc là, globalement, le schéma que vous avez vu plusieurs fois ce matin, dans les faits, donc moi je trouve que c'est un super gâteau. En tout cas, on va le manger au dessert et c'est plutôt cool. Maintenant qu'on a fait notre gâteau, je vous propose de le servir. Parce qu'il faut bien le servir aux utilisateurs. Donc du coup, on a parlé de Kubernetes ce matin. Donc aujourd'hui, France.fr est hébergé en France sur Scaleway dans un environnement Kubernetes. On a un premier namespace où on va retrouver donc entre 3 et n pod Nuxt.
Donc aujourd'hui, c'est simplement des Docker entre guillemets en production. Donc pour gérer la scalabilité, aujourd'hui, on est sur une charge nominale de 3 serveurs pour le front, 3 serveurs pour l'Apollo GraphQL et 3 serveurs pour le Nuxt, avec un NGINX en interne pour gérer le load balancing. Le fait est que aujourd'hui, on a parlé de 23 millions d'utilisateurs, 23 millions de requêtes sur France.fr, donc il faut gérer la charge. Donc aujourd'hui, on a une scalabilité horizontale qui nous permet de monter jusqu'à 12 serveurs Nuxt, 12 serveurs Apollo et 12 serveurs Strapi, de façon à gérer la charge et éviter qu'on se retrouve avec des temps de chargement qui soient beaucoup trop longs. On a aussi utilisé des services sur étagère tels que le MySQL, parce qu'effectivement Strapi fonctionne avec une base de données. Donc on a utilisé le MySQL sur étagère, on a utilisé des clusters Redis directement sur étagère, c'est plus simple à gérer, et plusieurs buckets Scaleway pour stocker nos images. Donc on parle d'environ 60 gigas d'images, un truc comme ça, sur 50 000 images. Donc on a un autre namespace qui est dédié aux OpenSearch, pardon, c'est pas des Elasticsearch, pour tout ce qui est recherche cartographique et recherche textuelle. On a tout un namespace pour l'observabilité, donc c'est des logos qui sont moins connus, mais dans l'ordre, c'est Prometheus, Grafana et Loki, qui nous permettent d'avoir une observabilité forte sur notre infrastructure, donc qui nous permettent d'avoir des métriques sur nos erreurs HTTP, donc mesurer nos taux de 404, nos taux de 500, mesurer aussi les métriques directement liées au serveur, liées au pod. Donc, mesurer la RAM, mesurer le CPU, toutes ces choses-là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec notre stack d'observabilité. On a aussi donc un namespace pour nos GitLab Runners. Donc, on a parlé un peu d'industrialisation. Aujourd'hui, l'intégralité de France.fr est industrialisée, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus aucune tâche manuelle. Tout est dans la CI et dans la CD, de façon à déployer automatiquement sur des branches cibles. Donc, on parle de 3 environnements sur France.fr, l'UAT, notre pré-prod et notre prod, qui sont directement nos branches de release, qui viendront déclencher des modifications de tags d'images Docker pour Kubernetes et venir mettre à jour nos environnements directement suite à une livraison. Et pour finir, on gère tout ça avec un Argo CD. Donc le Argo CD, c'est une interface web qui nous permet de piloter Kubernetes d'une façon un peu plus user-friendly, un peu moins DevOps plutôt. Et donc du coup, c'est dans Argo CD qu'on va retrouver l'état de notre infrastructure, gérer nos différents environnements. Donc aujourd'hui, on a deux environnements, un environnement prod et un environnement hors prod sur Scaleway, dans lequel on va retrouver notre UAT et notre pré-prod pour l'environnement hors prod et notre prod pour la prod, évidemment. Et donc c'est dans Argo CD qu'on va être capable de monitorer l'intégralité de tous les pods qu'on va retrouver dans Kubernetes. J'espère en tout cas que ce gâteau et la façon dont on le sert, ça vous a plu. En tout cas, moi, je remercie France.fr et pour cette refonte. Ça a été très court. On a eu très peu de temps pour faire le site. Pour la petite anecdote, on nous a dit en septembre 2023. Vous savez, il y a un petit enjeu, les JO 2024. La date, elle est pas repoussable. Et donc, du coup, il faut que le site il soit en ligne avant le parcours de la flamme olympique, le 8 mai. Donc, on était en septembre 2023. Donc, on nous a dit, on a 6 mois. Ok, c'est parti. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est vrai qu'on avait demandé à décaler les JO et ils ont refusé, je crois. Ouais, je crois. Donc, du coup, il fallait qu'on s'adapte. Tony Estanguet était pas vraiment content, il était pas très chaud. Il était pas ok, quoi. Donc, merci beaucoup, Baptiste. Ça nous a donné faim, mais c'est pas encore l'heure d'aller manger. Avant d'aller manger, déjà, une première question, d'une question de Cyril. Y a-t-il de l'ISR sur le site France.fr? Non, aucun ISR, tout est géré en SSR. Donc, si le contenu change, on a un webhook qui vient invalider à la fois dans OptimizeCDN et dans Redis, ce qui fait que du coup, le prochain utilisateur va avoir un cold start et va régénérer directement l'intégralité de la page. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Je passe maintenant, merci beaucoup Baptiste pour la presse. Et là maintenant la parole à Olivier qui va nous parler un peu plus des plugins. Olivier, c'est à toi. Oui, je teste
La télécommande. Ouais, bonjour à tous. Donc, on a commencé cette conférence en parlant de paella. On finit presque avec un gâteau. Donc, dernière ligne droite avant d'aller manger. Mais avant ça, je vais vous parler d'un sujet un petit peu nouveau dans cette conférence. C'est les plugins Strapi. Et en l'occurrence, comment j'ai développé un plugin Strapi de bout en bout avec Node.js et React. Je vais vous faire part de mon expérience sur ce sujet. Premièrement, pourquoi je voulais vous parler de plugins aujourd'hui ? Tout simplement parce que selon moi, c'est l'essence même de Strapi. On l'a vu sur les interventions précédentes. Strapi, il est présenté comme un CMS open source, modulable, customisable et du coup, tout est fait pour inviter le développeur à y contribuer et à rajouter des fonctionnalités dans ce CMS. Si on regarde même dans l'exemple que je vous propose ici, dans un Strapi fraîchement installé, la section plugin du menu, on se rend compte que même les fonctionnalités de base de Strapi sont intégrées comme étant des plugins. C'est vraiment la manière dont ça a été pensé par les développeurs. Maintenant, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est quand développer un plugin ? Tout simplement, quand on a besoin d'une fonctionnalité qui n'existe pas déjà, soit dans le CMS dès son installation, soit dans la marketplace de Strapi. En tout cas, premier réflexe à avoir, c'est d'aller vérifier si notre besoin il n'a pas déjà été couvert par un plugin existant. L'exemple dont je vais vous parler particulièrement, c'est un besoin qui nous a été exprimé par France.fr, notre client dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et je vais vous l'expliquer par le biais de cet exemple-là où j'ai installé un Strapi tout simple et dans lequel j'ai intégré deux types de contenus, une liste de films, une liste de genres de films et une relation entre les deux. Donc là, on se retrouve sur la liste de films qui ont été intégrés dans Strapi. Et ce que je vais vouloir faire, on peut le faire de manière de base dans Strapi, c'est d'appliquer un filtre. Sur France.fr, il y a un certain nombre de contributeurs qui étaient actifs sur le back-office, on l'a vu juste avant, et certains avec des sujets de prédilection. Mettons que moi, dans ce cas-là, je suis expert en films d'action et Godzilla, je vais appliquer ces filtres-là sur cette liste et je sais que je vais vouloir y revenir régulièrement parce que c'est vraiment sur ces types de contenus que je vais travailler. Là, il y en a que 2, mais imaginons qu'il y ait 4, 5, 6 filtres à appliquer, ça peut être un peu fastidieux de le faire à chaque fois. Donc le besoin, c'est quoi ? C'est de pouvoir enregistrer cette vue filtrée pour pouvoir y accéder un petit peu plus tard. L'enregistrer déjà pour moi, ça c'est une première chose, mais aussi l'objectif, ça va être de pouvoir la partager, soit à tous les autres contributeurs qui seront présents, qui seront actifs sur le back-office, soit à certains rôles parmi tous les rôles présents dans le projet. Donc, pour réaliser ce plugin, on est parti d'un constat simple, c'est que dès qu'on applique des filtres sur cette vue listée, ça rajoute des paramètres dans notre URL. Donc on se dit que si on arrive à enregistrer cette URL, ce sera très simple de pouvoir y accéder plus tard. C'est comme ça qu'est né le plugin qu'on a développé qui s'appelle Favorite Views. En l'occurrence, maintenant il faut se lancer, on a le besoin qui a été exprimé, on a une idée de comment on va pouvoir le résoudre, on va pouvoir développer notre plugin. Pour ma part, quand j'ai développé ce premier plugin, je connaissais pas forcément très bien Strapi, je l'avais pas vraiment utilisé. Donc, ce qu'il m'a fallu pour démarrer déjà, c'est d'être curieux, de se plonger dans l'outil, dans son fonctionnement et de comprendre vraiment comment tout ça s'articulait. Il faut bien sûr des connaissances techniques en React et en JavaScript ou TypeScript. Et pour ma part, besoin de s'appuyer sur une communauté active et une base de connaissances riche. Ce que j'ai fait avant de démarrer, c'est quand même de compiler un petit peu toutes les informations que j'ai pu retrouver sur le développement de plugins pour Strapi. En l'occurrence, la documentation avec la section dédiée à ce sujet, le blog de Strapi, une documentation Strapi Contributor, mais il y en a plein d'autres. Il peut y avoir le Discord, le forum et les plugins déjà existants aussi qui peuvent être une source d'informations assez riche. Maintenant que j'ai compilé toutes ces informations, ce que je vais faire, c'est créer mon premier plugin. Là, on rentre dans la partie plus technique, mais vous allez voir, c'est très simple. Au sein d'un Strapi qui est déjà installé et configuré, on a juste une simple commande à lancer, et cette commande va nous demander deux choses. Choisir un nom pour notre plugin, et le langage dans lequel on va vouloir le développer, JavaScript ou TypeScript. Cette commande, elle va ensuite nous demander d'activer notre plugin,
Et c'est simplement quelques lignes de code à rajouter dans un fichier dédié à la racine de notre projet. Enfin, on lance une dernière commande qui va permettre de rebuild l'interface du back-office avec le plugin activé. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà notre plugin qui est visible dans le back-office de Strapi. Donc ça va vraiment très vite et ça nécessite peu de commandes. Qu'est-ce qu'elle fait cette commande en réalité ? En fait, elle va générer toute l'architecture du plugin. C'est l'exemple que je vous montre ici. Il y a toute l'arborescence du plugin qui a été générée déjà à l'initialisation, à la création de ce plugin. Donc un dossier qui s'appelle ici MyPlugin pour l'exemple, dans le dossier plugin, et qui va contenir un dossier admin qui va correspondre à tout le front-end de notre plugin, et un dossier serveur qui va correspondre à tout le back-end. Je reviendrai un peu plus en détail sur certains de ces éléments-là dans la suite, dans le reste de ma présentation. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Strapi étant lui-même headless, et en tout cas les plugins Strapi, le front-end et le back-end sont complètement dissociés. Et il est tout à fait possible de créer un plugin qui ne nécessite que le serveur back-end pour fonctionner. Et on pourra en créer d'autres qui ont besoin du serveur back-end et de la partie front-end pour intégrer des fonctionnalités dans le back-office, c'est aux besoins du développeur. De base, quand on a lancé cette commande et qu'on a généré notre plugin, il y a déjà une interface qui a été rajoutée dans le back-office et notre plugin a été enregistré dans l'admin. Ça se fait dans le fichier index de notre dossier admin. Et la fonction register va rajouter une entrée dans le menu principal du back-office qui va pointer sur l'application React correspondant à l'administration, à l'interface de notre plugin. On va bien sûr pouvoir personnaliser des éléments dans cette partie-là. Ensuite, l'application React correspondant à l'interface de notre plugin dans le back-office va charger de base une page d'accueil qui est toute simple et qui contient un simple texte pour nous inviter à développer notre propre interface pour notre plugin. Cette page d'accueil, si je reprends l'exemple de France.fr et du plugin Favorite Views, on a décidé de s'en servir pour afficher la liste des vues qui auront déjà été enregistrées par les contributeurs. Donc je vous montre l'exemple de cette page d'accueil ici. On voit bien que cette page, c'est un composant React complet et que cette application React va nous permettre d'utiliser tout ce qui est mis à disposition dans React. Ça va être un système de routing, un système de traduction, des hooks, des contextes et des composants pour structurer notre interface. Vraiment tout y est. Et je vous montre ici l'exemple de la page d'accueil pour le plugin Favorite Views qui est accessible directement depuis le menu principal du back-office et qui va nous donner accès à la liste des vues qui auront été enregistrées. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait accéder aux vues qui ont été enregistrées par les contributeurs, la question à se poser c'est « Ok, mais comment on va créer une nouvelle vue? Comment on va enregistrer une nouvelle vue qui aura été filtrée ?» Ça, on va vouloir le faire depuis la vue liste d'un type de contenu directement. Et pour faire ça, les développeurs de Strapi ont créé ce qu'ils ont appelé les zones d'injection. C'est des zones qui sont présentes dans l'interface de base de Strapi, dans lesquelles on va pouvoir injecter des composants custom. En l'occurrence, sur la vue liste d'un type de contenu, il y en a 3. Il y a une zone d'action. On peut rajouter aussi une ou plusieurs colonnes dans le tableau de liste des contenus. Et il y en a une 3e dans la modale de suppression d'un contenu. Et enfin, il y a aussi 2 zones d'injection dans la vue d'édition d'un contenu, une zone d'action et une zone d'injection dans la colonne de droite qui contient les informations de notre contenu. Donc ça, c'est hyper flexible parce que ça permet vraiment de personnaliser l'interface. Je reviens sur l'exemple du plugin Favorite Views. Dans ce cas-là, dans cette vue-là, on est sur une vue liste d'un type de contenu telle qu'elle est faite dès l'installation d'un Strapi. Et on a rajouté 2 boutons dans la zone d'action en haut à droite. Un qui va permettre de créer une nouvelle vue filtrée et qui va ouvrir une modale qui va nous demander de la nommer et à qui on va vouloir la partager. Et un 2e bouton qui va être un accès rapide à la liste de toutes les vues que j'aurai enregistrées à titre privé. Ces 2 boutons seront accessibles dans toutes les listes pour tous les types de contenus.
Maintenant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'espère que oui, parce qu'on a vraiment essayé d'y faire attention, c'est que l'interface de notre plugin, elle va s'intégrer parfaitement dans l'interface de Strapi. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une expérience utilisateur qui soit toujours identique pour le contributeur, quelle que soit la fonctionnalité qu'il va vouloir utiliser, et même des fonctionnalités custom. Pour ça, j'ai pu m'appuyer sur le design system de Strapi qui est mis à disposition et qui est documenté dans un storybook. Ce design system, il va contenir toutes les guidelines pour intégrer des éléments dans l'interface de Strapi et une librairie de composants sur laquelle est basée toute l'interface de Strapi. C'est la partie sur laquelle j'allais être un petit peu plus critique pendant que je développais les plugins, parce que j'ai trouvé que il manquait quelques composants que j'aurais bien aimé retrouver dans le design system, et la documentation était assez riche en exemples, mais les propriétés des composants n'étaient pas documentées, elles, et il fallait aller creuser un petit peu dans le code de chacun de ces composants pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Par contre, en préparant cette conférence, j'ai eu le plaisir de constater que ce design system, il a été entièrement mis à jour et que maintenant, il est vraiment hyper complet. J'ai pu retrouver toutes les informations dont j'aurais pu avoir besoin quand j'ai développé les plugins. Et pour moi, même maintenant, il peut faire office de référence sur comment bien documenter un design system avec Storybook. Donc, bravo pour le travail qui a été effectué sur ce design system par les équipes de Strapi. Maintenant, on s'est concentré sur la partie front-end et comment on va interagir, comment on peut interagir avec le plugin qu'on a développé. La question qu'on va se poser, c'est quand je vais vouloir enregistrer une nouvelle vue filtrée, où est-ce que ça va s'enregistrer et comment? Pour ça, la première question, c'est ça va s'enregistrer où? Ce sera dans la base de données du projet, c'est là qu'on va vouloir enregistrer toutes les vues. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur le système de content type qui est intégré à Strapi, dont on a parlé déjà un peu plus tôt. Mais l'avantage, quand on va créer un nouveau content type, qu'on peut faire à partir, là aussi, d'une simple commande yarn Strapi generate content type, on va pouvoir, dans la partie que j'ai entourée en rouge, décider d'associer notre type de contenu à un plugin existant. Et ensuite, il suffit de choisir à quel plugin présent dans le projet on va vouloir associer notre type de contenu. Une fois qu'on a fait ça, on se rend bien compte que notre type de contenu, il a été rajouté dans le dossier content type de notre plugin, dans le dossier serveur, et non pas à l'échelle du projet global. Ce dossier, il va contenir un schéma.json qui fonctionne exactement de la même manière que ce qu'a pu présenter Antonin un petit peu plus tôt. Et un petit point intéressant sur cette partie-là, c'est que dans ce fichier, j'ai pu utiliser la section plugin options pour masquer en fait tout ce qui faisait référence à ce type de contenu dans l'interface de mon back-office une fois que j'ai fini de développer mon plugin. Le but est pas d'éviter de parasiter en fait les contenus déjà existants utiles pour le contributeur avec quelque chose avec lequel il pourra interagir simplement par l'interface du plugin. Une fois qu'on a fait ça et qu'on peut enregistrer nos types de contenus dans la base de données, ce qu'on va vouloir faire, c'est personnaliser l'API de notre plugin et du coup, depuis l'interface du back-office, accéder à pouvoir consulter la base de données et donc récupérer les vues existantes et pouvoir les modifier. Pour faire ça, on peut s'appuyer sur un pattern route controller service qui est assez courant dans de nombreuses applications. Le principe des routes, ça va être de créer en fait des routes pour faire un CRUD qui va être qu'on va pouvoir requêter depuis la partie front-end de notre plugin. Et en l'occurrence, là, on est sur l'exemple des favorite views, la possibilité de récupérer les vues de l'utilisateur, d'en créer de nouvelles. Ces routes, elles vont faire appel à un contrôleur qui, lui, va se charger donc de récupérer les paramètres de notre requête, de les nettoyer, de vérifier l'authentification de l'utilisateur. D'ailleurs, en parlant d'authentification, j'ai oublié juste un élément sur la partie route. Elles sont de type admin ici. On peut le voir tout en haut du fichier route. Ça permet, ce paramètre, de préciser à Strapi que ces routes ne peuvent être accessibles que depuis l'URL du back-office et que par des utilisateurs, des contributeurs authentifiés. Ça pourrait être des routes publiques, mais là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Donc, le contrôleur va vérifier l'authentification de l'utilisateur, nettoyer les paramètres, et ce contrôleur va faire appel à un service
Service qui, lui, va être chargé de consulter la base de données et de retourner les informations demandées par la requête. Ce service, plus particulièrement, il va pouvoir s'appuyer sur l'Entity Service API, qui, lui, est une API mise à disposition par Strapi et qui a vraiment pour but de communiquer directement avec la base de données. Maintenant, je vais arriver à la conclusion de ma présentation et les points que je voulais vraiment mettre en évidence pour moi qui a débuté avec Strapi par le développement de plugins, c'est la facilité de prise en main de la création d'un nouveau plugin. Avec une documentation qui était assez complète selon moi et que j'ai vu même évoluer au fil du temps. Sur les quelques plugins sur lesquels j'ai développé, à chaque fois je voyais des nouvelles sections se rajouter dans le menu, donc c'était super de trouver de nouvelles informations à chaque fois. Et le design system aussi qui a bien évolué au fil du temps. Donc, en fait, la complexité, elle va plutôt résider dans la fonctionnalité qu'on va vouloir rajouter à notre back-office plutôt que dans la création d'un nouveau plugin en elle-même. Je peux pas couvrir dans cette présentation tous les détails du développement d'un plugin, mais si vous voulez retrouver plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à aller consulter l'article que j'ai rédigé qui est présent sur le blog de Calliope. Enfin, c'est quoi la suite de cette aventure du développement de plugins qu'on a pu faire pour France.fr? Déjà, le premier point, en accord avec notre client, c'est qu'on va packager nos plugins pour les mettre à disposition de la communauté via NPM. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, pourquoi pas, les soumettre à l'intégration dans la marketplace de Strapi. En tout cas, on a hâte de vous partager le travail qu'on a effectué sur ces plugins. Merci pour votre attention. Merci Olivier, merci beaucoup. Mais tu vas pas t'en sortir comme ça, parce qu'il y a quelques questions. La première, alors concentre-toi, la phrase est longue. Ok, je suis prêt. Au vu de la structure d'un plugin, il est forcément possible de séparer les métiers du développement front-end du développement back-end. Mais dans votre expérience, ça vous fait la même séparation lors des métiers du développement. Dans le développement projet, est-ce que vous avez séparé aussi ça? Dans le développement de projet? Ouais. Oui. C'est pas une question piège. Hein. Ouais, bien sûr. Non, je sais pas comment répondre à cette question quand on parle du projet Ouais, du projet Atout France. Projet France.fr. Bah oui, on a développé le back-end et le front-end déjà par le système de Back4Front qui a été mis en place, où en fait c'est lui qui va faire la liaison, comme son nom l'indique, entre tous les services back-end qu'on va pouvoir consulter et le front-end, et notre approche étant la même avec le principe du headless que permet Strapi, on a eu la même organisation. Je sais pas si ça répond à la question. Je sais pas si ça répond à la question, parce qu'on parle aussi de métiers, donc peut-être c'est aussi là entre les métiers du front-end et du back-end, donc dire qu'il y a peut-être plusieurs profils qui ont contribué au projet et que tous n'ont pas forcément fait de tout de bout en bout. Ah oui, bien sûr. Sur tous les plugins qui ont été développés pour France.fr, évidemment, j'ai pas fait ça tout seul. On a été plusieurs à travailler dessus, et donc il y a des développeurs back-end qui ont travaillé spécifiquement sur la partie back-end, des développeurs front-end qui ont travaillé spécialement sur la partie front-end. Ok, j'espère que ça répond à la question qui se complète en disant « Conseillez-vous cette séparation ?» Alors, je sais pas s'il y a une réponse absolue à donner. En termes de développement, je pense que ça dépend des compétences de chacun. Si quelqu'un se sent à l'aise de faire les deux parties, il y a aucun souci là-dessus. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle sur ce point-là. Ok, merci beaucoup Olivier. Une question de Frédéric. Est-ce que le design system Strapi est obligatoire pour créer un plugin? Alors, il n'est pas obligatoire en soi, c'est conseillé de l'utiliser. Par contre, il est obligatoire si on veut soumettre notre plugin à l'intégration dans la marketplace de Strapi. Ça fait partie des prérequis pour que Strapi valide cette intégration-là. Et Aurélien l'a expliqué assez clairement en tout début de conférence, c'est que ce design system, il a été mis à disposition des développeurs justement pour que l'interface de Strapi, qui a été hyper bien travaillée, qui est plutôt jolie, reste unifiée quoi en fait. Ok, je crois que je vois une dernière question, en espérant que ça répond à ta question Frédéric. Une dernière question pour Olivier. Tu as parlé de récupération et complétion du plugin édité par la communauté. As-tu déjà échangé toi avec d'autres devs au sujet d'un plugin et comment se passe le versionnement? Alors moi j'ai échangé avec d'autres devs en interne à Calliope sur le développement de plugins, mais j'ai pas eu l'occasion de discuter, d'échanger avec d'autres développeurs extérieurs à Calliope sur le développement de plugins spécifiquement. D'accord. Et par propos du versionnement, peut-être nous dire un peu plus sur le versionnement du plugin en soi?
Pour l'intégration dans NPM, je sais pas si vous avez un sujet dessus, parce que moi j'ai pas. Ouais. Vas-y. C'est un fonctionnement classique. Aujourd'hui, on reste sur du SEMVer classique via le package.json de nos plugins. Donc aujourd'hui, on a 2 intégrations. La première intégration, c'est via des guides sous modules. Le temps de les publier, que ce soit sur NPM ou sur le market plugin de Strapi. Dans un second temps, une fois qu'ils seront publiés sur NPM et sur le market plugin de Strapi, ça passera via une installation de librairie normale et de la gestion de SEMVer classique. Ok, super. Merci, Je crois qu'on n'a Baptiste. plus de questions. Merci Baptiste. Donc on arrive donc à la fin de cette première édition de la Headless Experience Conf. Merci à tous d'avoir été là. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont regardés de chez eux, même à Perros-Guirec. Merci à tous. Merci d'avoir été actifs sur le chat, d'avoir posé des questions. Ça a rendu cette conférence encore plus dynamique. Normalement, vous avez sur votre écran 3 petites questions qui s'affichent pour récolter votre feedback un petit peu à chaud. Vous pouvez aussi mettre des petits commentaires dans le chat, ça fait toujours plaisir. L'objectif de la matinée, c'était bien sûr de parler de Strapi, de partager des connaissances, de discuter de tout ça. Si vous avez encore des questions, encore envie de creuser le sujet un peu plus loin, n'hésitez pas à vous rapprocher des gens qui sont là à travers les réseaux ou de contacter Caleb directement. C'est avec grand plaisir qu'on y répondra. Voilà, j'espère que tout ça a été utile, intéressant pour vous, que vous n'avez pas trop faim à cause de Baptiste. En tout cas, si vous avez faim, c'est le moment d'y aller, c'est l'heure. Donc encore 1000 fois merci à tous, et on tient aussi à remercier tous ceux qui ont participé à cet événement de près ou de loin. Donc évidemment les équipes du plateau, la régie, toutes les équipes Calliope et autres. Donc merci à tous. Ce n'est que la première édition, il y en aura bien d'autres, donc on se retrouve très prochainement. Merci à tous pour votre suivi et bon appétit et bonne journée. Salut à tous.